Mira se demande ce qu'est une forme juridique et les effets que ça aura sur son activité de solopreneur. Nous allons voir les options pour mieux faciliter son choix de statut juridique. Bonjour et bienvenue sur le podcast Succès matinal. Nous sommes du matin et nous avons le succès à portée de main. Je m'appelle Clovicia Touvent et j'ai le plaisir d'échanger avec vous sur différents sujets autour de l'entrepreneuriat au féminin et plus. En effet, je mets à votre service mes 20 ans d'expérience en tant que chef d'entreprise en France et diplômée en gestion des entreprises et des administrations de l'Université Paul Sabatier de Toulouse. La semaine dernière, Mira a réussi à trouver un accord avec sa voisine comptable en échange d'un service. C'est ça la vie en société. Cependant, la comptable lui a vivement conseillé de choisir la forme juridique pour sa future entreprise parce que ce choix déterminera la fiscalité et ses responsabilités dans cette entreprise. Alors, la forme juridique est en quelque sorte la carte d'identité de l'entreprise. Voyons de près la définition de forme juridique. La forme juridique d'une entreprise désigne le cadre légal et les règles juridiques qui régissent son fonctionnement, sa création, sa gestion, sa responsabilité et sa fiscalité. Elle détermine les droits et obligations des associés ou actionnaires, le mode de prise de décision, la répartition des bénéfices, ainsi que la responsabilité en cas de dette ou de litige. Ça, c'est la définition de forme juridique. Il se trouve que chaque forme juridique présente des avantages et des inconvénients en termes de fiscalité, de responsabilité, de flexibilité et de complexité administrative. C'est la raison pour laquelle il faut adapter ce choix à la nature de l'activité, aux objectifs et aux besoins financiers et organisationnels de l'entreprise. Pour le cas de Mira, il faut retenir qu'elle est seule, que pour l'instant, elle n'a pas vraiment besoin de gros fonds de démarrage, mais elle voit grand pour l'avenir de son entreprise. Donc, elle va devoir choisir entre le statut juridique de entreprise individuelle et entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Néanmoins, à la fin de l'épisode, je mettrai un lien dans la description ci-dessous afin que vous puissiez télécharger gratuitement le tableau avec les détails de chaque forme juridique. Car il y a aussi la société à responsabilité limitée, la société par action simplifiée, la société anonyme, la société en nom collectif, la société civile immobilière et le dernier né, le statut d'auto-entrepreneur qui est un régime simplifié qui permet des formalités administratives et fiscales très allégées. Mais avant de continuer, méditons sur ce dicton de Colin Powell. Il n'y a pas de secret pour réussir, c'est le résultat de la préparation, du travail et de l'apprentissage de l'échec. Colin Powell. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous expliquer en long, en large, en travers les avantages et les inconvénients des deux premières formes juridiques qui intéressent Mira, notre aspirante entrepreneur. Pour parler simplement, l'entreprise individuelle est une entreprise gérée par une seule personne qui est responsable de toutes les dettes de l'entreprise. L'EURL, en revanche, est une mini-société exploitée par une associée unique, le seul actionnaire qui bénéficie d'une protection limitée de ses actifs personnels en cas de dette de l'entreprise. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en EURL, vous avez les mêmes statuts qu'une SARL et vous n'êtes responsable des dettes de l'entreprise qu'à hauteur de votre apport. Alors qu'en entreprise individuelle, vous êtes responsable de toutes les dettes de l'entreprise. Commençons par l'entreprise individuelle. Les avantages à être une entreprise individuelle sont la facilité de création de votre entreprise
parce que ça peut se faire en ligne via le site des centres de formalité des entreprises, le CFE. Et il n'y a pas de capital social requis. De fait, vous avez le contrôle total de toutes les décisions. Par exemple, changer d'activité facilement pour s'adapter aux conjonctures, déménager l'entreprise, acheter telle ou telle machine, etc. En plus, il y a la flexibilité qui est un avantage certain. La motivation de l'entrepreneur est la limite. C'est-à-dire que si vous êtes motivé, vous pouvez y aller. A contrario, si vous n'êtes pas motivé, vous en faites le moins possible. Par ailleurs, le chef de l'entreprise individuelle n'a de compte à rendre qu'à lui-même. C'est pour ça que je dis que votre motivation est votre seule limite. Il y a aussi les avantages fiscaux. L'entrepreneur a la possibilité de déduire les dépenses liées à l'entreprise de ses impôts, ce qui est un avantage certain. Sauf que, qui dit avantage, dit aussi inconvénient. Les inconvénients du statut d'entreprise individuelle sont que le patron, le propriétaire, aura la responsabilité illimitée. Ainsi, en cas de défaut de paiement, ses biens personnels ou son patrimoine peuvent être saisis par les créanciers. De surcroît, lorsqu'on est en entreprise individuelle, on n'a pas vraiment la confiance des entités de financement de projets comme les banques par exemple. En réalité, il vous est plus difficile d'obtenir un prêt bancaire car bien souvent, les banques exigent de mettre votre bien, votre patrimoine comme la maison familiale par exemple, en hypothèque pour 30 000, 50 000 euros. C'est un gros désavantage. Et surtout, l'autre inconvénient non exigeable, c'est la grande difficulté de développement parce que la charge de travail et le manque de ressources pour embaucher font que l'entrepreneur individuel fait tout. Et il y a de quoi devenir fou parce qu'il ne peut pas développer son activité aussi vite qu'il le souhaite en ayant constamment la tête dans le guidon avec un risque de déprime à la clé. Voilà pour l'entreprise individuelle. Parlons maintenant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, le URL. C'est que cette entreprise a les mêmes statuts que les SARL qu'on entend le plus souvent, mais dans une SARL, il y a plusieurs associés, contrairement à l'EURL où il n'y a qu'un seul associé, donc un seul actionnaire qu'on appelle le gérant. Dans ce statut juridique, la responsabilité du gérant est limitée au montant de son investissement et ses biens patrimoniaux sont protégés. Ainsi, en cas de défaut de paiement, les créanciers ne peuvent pas saisir le bien de l'entrepreneur, ce qui est déjà un peu plus rassurant. Comme je le disais tout à l'heure, le URL a le statut d'une société. Donc, qui dit statut de société, dit capital social. Vous pouvez apporter 1 euro ou plus en capital et vous pouvez créer votre entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Attendez, je sais que l'épisode vous passionne, mais je vous interromps pour vous faire savoir que je vous ai concocté un cours en ligne complet afin de vous aider à créer un blog passionnant et qui peut vous rapporter de l'argent. Vous êtes débutant en blogging, ces 9 modules avec des exercices pratiques et des vidéos tutoriels vous faciliteront la conception de votre nouveau blog. Il y aura l'introduction au blogging, comment choisir un sujet et un public cible, la création et la configuration du blog avec notre webmaster, la rédaction d'articles de blog, la promotion et marketing de vos articles de blog, comment susciter l'engagement des lecteurs, et puis je vous donnerai aussi les outils d'analyse et d'amélioration de votre futur blog, et surtout, comment monétiser votre blog. À la fin, je vous donnerai des conseils et vous pourrez profiter d'une belle communauté de personnes qui pensent comme vous, qui sont dans la même situation, et c'est sur succèsmatinal.vanza.com. Je mets le lien en dessous et je vous attends au cours. Allez, retournons à notre épisode. C'est un statut de société soumis à l'obligation d'avoir un capital social. Au niveau de la fiscalité,
le URL a le choix entre déclarer les impôts sur le revenu ou déclarer les impôts sur les sociétés. La décision se fera en fonction de la situation fiscale de l'associé unique. Attention, si au départ vous choisissez de déclarer les impôts sur le revenu, eh bien plus tard, lorsque votre entreprise aura évolué, vous pourrez basculer aux impôts sur les sociétés. En revanche, si dès le départ vous avez opté pour les impôts sur les sociétés, vous n'avez plus la possibilité de rétrograder et dire que vous voulez être assujetti aux impôts sur le revenu. Donc, dès le départ, il faut bien réfléchir à tout ça. Et puis, l'autre avantage à se mettre en EURL est que c'est facile à créer et l'image de marque du gérant est plus valorisée du fait du statut de personne morale qu'il représente. En fait, il y a une grande flexibilité en matière de décision puisque vous êtes seul à décider de ce que vous voulez faire de votre entreprise, même si à la fin de l'exercice comptable, vous devrez faire une assemblée générale et rendre des comptes. Mais comment? L'assemblée générale, vous la faites toute seule. Moi, Madame Untel, gérante de l'EURL Untel, j'ai généré tant de chiffres d'affaires et obtenu tant de bénéfices ou de pertes, décide d'affecter les bénéfices de l'entreprise de l'exercice entier vers l'exercice suivant, etc. Vous datez, vous signez, puis vous déposez ça au tribunal de commerce. Bon, vous pouvez aussi faire ça par le comptable, moyennant finance, bien sûr. Mais il y a aussi des inconvénients à se mettre en EURL. Alors parlons-en maintenant. Donc, l'EURL qui a les mêmes obligations que les autres sociétés doit, pour créer l'entreprise, rédiger un statut et déposer ce statut au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social de l'entreprise. Par ailleurs, il faut aussi faire paraître une annonce légale dans le journal officiel pour faire savoir au monde que telle société est créée. Parce que maintenant, vous avez la casquette de la personne morale qui est votre société et la deuxième casquette de gérante de société. L'autre désavantage sérieux, c'est le coût de la création. Parce que rédiger ce statut, ça se paye. Rédiger et publier cette annonce légale, c'est payant. L'inscription à la chambre de commerce ou des métiers, ça se paye parce que c'est le centre des formalités de la chambre de commerce qui va faire savoir l'existence de votre entreprise à toutes les instances comme l'URSSAF, les impôts, etc. Et il y a un coût pour tout ça. Et puis, même si le dirigeant de l'EURL, qui d'ailleurs maintenant s'appelle le gérant, n'est responsable par définition qu'à la hauteur de son apport dans la société, il est quand même responsable en cas de faute de gestion. C'est-à-dire, quand votre comptabilité n'est pas à jour ou quand il y a abus des prélèvements des biens sociaux, dans ce cas, vous êtes personnellement responsable des dettes de l'entreprise et devez payer avec vos propres biens si vous commettez une faute lourde de gestion. Et bien évidemment, il faut tenir compte du coût des obligations comptables parce que chaque fin d'année qu'on appelle fin d'exercice, le gérant doit présenter un bilan comptable d'une liasse fiscale comme les autres sociétés. Et cette liasse fiscale, vous ne l'écrivez pas tout seul. Genre, j'ai gagné ceci, j'ai fait cela avec telle somme, je mets les plus ici, puis les moins par là. Et il me reste tant, bonjour les impôts? Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est certes bénéfique d'être en EURL quand on a des biens patrimoniaux à protéger, mais il est impératif et obligatoire d'avoir un expert comptable pour dresser et valider ce bilan annuel. Ça coûte cher évidemment. L'expert comptable a fait de grandes études et il est tout à fait normal qu'il soit payé en retour. Et quand vous verrez la complexité du travail, vous serez bien content de vous décharger sur cet expert afin de ne pas commettre de bourde. Ça grève votre budget, c'est certain, mais souvenez-vous que vous êtes commerçant avant tout et ne pouvez pas tout faire ou tout savoir. En dernier lieu, et non des moindres, le gérant associé unique
est affilié au régime social des travailleurs non salariés, ce qui lui offre une protection sociale moins complète que le régime général des salariés. Je vais vous parler de ma première expérience de créateur d'entreprise en France en 2005. Mais avant, je vous invite à méditer sur ce dicton de Jim Rohn qui m'a toujours inspiré. Ce n'est pas le vent qui décide de ta destination, c'est l'orientation que tu donnes à ton voile. Jim Rohn. Lorsque j'ai créé ma première entreprise en France en 2005, évidemment, j'ai suivi une formation à la création d'entreprises qui m'a permis de choisir avec discernement le statut juridique de mon entreprise. À cette époque, je n'avais pas encore de biens patrimoniaux puisque je venais de m'installer en France. Néanmoins, je savais que je devais protéger d'éventuels biens à venir pour assurer une tranquillité de vie à mes enfants qui n'étaient que des adolescents. C'est la raison pour laquelle j'ai opté pour le statut de URL et c'est comme ça qu'est née la marque déposée Le Canto. Pour vous dire que tout est possible lorsqu'on se concentre sur sa vision. Je suis arrivée en France avec mes 3 enfants en 2003 avec 1 000 € d'économie de Madagascar. J'aurais pu me vautrer dans l'assistanat car j'aurais été sûrement mieux payée en restant à la maison au lieu de créer une entreprise. Mais ma dignité est plus importante que quelques euros de plus. Par ailleurs, il fallait bien que je montre le bon exemple à mes enfants. Bref, c'était dur mais gratifiant. Revenons à notre sujet du jour. On a détaillé les avantages et les inconvénients des 2 principales formes juridiques auxquelles Mira peut prétendre. Elle va y réfléchir, donc grosse méditation en perspective pour elle. Mais elle n'a pas peur parce qu'elle va peser le pour et le contre, tout mettre à plat et prendre une décision qui convient le mieux à sa situation. Je récapitule. Il faut d'abord évaluer les avantages et les inconvénients de chaque forme juridique, méditer pour y voir plus clair afin de prendre la bonne décision. Et enfin, choisir la forme juridique de votre entreprise. Avant de conclure l'épisode d'aujourd'hui, nous allons survoler les autres formes juridiques avec leurs avantages et leurs inconvénients que vous pourrez télécharger gratuitement dans la description ci-dessous. C'est tout pour aujourd'hui et je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin. Lundi prochain, nous allons combattre le doute, la peur d'avancer qui pousse à se saboter soi-même. Donc, nous allons travailler sur la confiance en soi qui est très important pour réussir tout ce qu'on entreprend. Salut! Elle a la force, elle affronte les vents, elle élimine doute, envahit les sens, n'hésite pas.